Il n'y a pas grand chose de pire pour un fan de MMA que de voir son combattant préféré sombrer de combat en combat, enchaînant les défaites par KO et les performances de mauvaise qualité. Évidemment, je n'imagine même pas le tourment que cela doit être pour un athlète de courir après une meilleure version de lui-même, surtout dans un sport aussi brutal que le MMA. En effet, un déclin dans la cage est très différent d'un déclin dans un autre sport, car sa conséquence n'est pas un chrono plus lent ou un remplacement par un autre joueur, mais bien une succession de défaites brutales ayant un impact conséquent sur le physique du combattant sur le court et le long terme. Malheureusement, certains athlètes s'entêtent malgré les difficultés et vous vous en doutez, je fais cette liste en ayant Tony Ferguson en tête. Nkunku irait sur 6 défaites de suite dont 3 finishes récents et en tant que grand fan de Tony, cela fait juste mal au cœur. Même si j'espère qu'il repartira de l'avant ce week-end contre Paddy Pimblett, une partie de moi espère une défaite sans trop prendre de dégâts et une retraite pour Tony. Malheureusement, son cas est loin d'être isolé et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà 10 combattants qui n'ont pas su s'arrêter à temps. Numéro 10, Mark Kerr. Les fans étaient tous inquiets lors de l'apparition de Mark Kerr au Pride 27. L'ancien lutteur reconverti en combattant de MMA à la fin des années 90 avait décidé de prendre une pause de près de 3 ans après sa défaite contre Ify et à son retour, il n'avait l'air de n'être que l'ombre de lui-même. Visiblement hors de forme, Kerr se met KO lui-même sur un slam contre Yoshihisa Yamamoto dans un combat extrêmement gênant qui n'aura duré que 40 secondes. Cette défaite marque la dernière apparition de Mark au Pride, mais il continue de combattre pendant 5 ans de plus sur la scène régionale, enchaînant les défaites par KO et les performances inquiétantes. Il mettra fin à sa carrière après une nouvelle défaite contre King Mo en 25 secondes lors d'une venue du M1 Global aux États-Unis. Allongé sur le ventre et subissant les assauts répétés de son adversaire, la situation ne pouvait pas être pire pour l'ancienne gloire du sport. En réalité, même après cette énième désillusion, il n'était pas complètement fermé à l'idée d'un nouveau combat, mais l'accumulation des pépins physiques et sa famille ont fini de le convaincre qu'il était temps de raccrocher les gants. La spirale négative dans laquelle il s'est trouvé à la fin des années 2000 faisait écho à sa vie personnelle qui commençait également à se détériorer. Mark a bataillé avec de nombreuses addictions pendant de longues années, mais en 2015, il a fêté sa première année de sobriété et semble avoir repris le contrôle de sa vie. Mark n'est pas souvent mentionné, mais il était une véritable star, double vainqueur de tournoi de l'UFC en 1997, il a également 4 médailles d'or de la DCC à son palmarès. Un biopic sur son incroyable vie est en cours de production et The Rock interprétera son rôle. Numéro 9, Kazushi Sakuraba. Kazushi Sakuraba est l'une des plus grandes légendes du sport, et en plus de son indéniable qualité en tant que combattant, son sens du spectacle a fait de lui une superstar dans les heures glorieuses du Pride. Combattant emblématique de l'organisation japonaise, il aurait peut-être dû mettre un terme à sa carrière lors de la fermeture de cette dernière. De son dernier combat au Pride à sa dernière sortie en MMA, il s'est en réalité écoulé 9 années et comme vous vous en doutez, tout n'a pas été rose pour le tueur de Gracie. Je pense qu'on peut situer le début de la fin au 15 juin 2008 pour lui, et sa défaite par KO contre Melvin Manhoef lors du Dream 4. Cette défaite aurait pu être un moment opportun pour faire ses adieux au monde du MMA, mais Kazushi Sakuraba n'a pas pu s'y résoudre et après quelques hésitations, il décide de rempiler pour quelques combats. Une décision qu'il va amèrement regretter car il va perdre 5 des 7 combats suivants dont 3 finishes coup sur coup avant de prendre sa retraite. Mais en 2015, 4 années après sa dernière apparition dans l'octogone, le Rising lui fait une offre qu'il ne peut pas refuser et le voilà embarqué pour un dernier affrontement contre Shinya Aoki. Une cruelle erreur qui va se transformer en désastre lorsqu'il se fera absolument détruire par un Aoki dans la force de l'âge. C'était extrêmement triste de voir une légende vivant dans un si piteux état et à 46 ans, Sakuraba n'avait rien à faire dans un combat de MMA. Numéro 8, Jens Pulver. La carrière de Jens Pulver est une danse en plusieurs temps et Little Evil est un des combattants les plus sous-cotés de l'histoire du sport. 2 raisons majeures l'expliquent. Tout d'abord, Jens a émergé au balbutiement du MMA et surtout à une époque où les combattants de classe de poids les plus légères n'étaient pas encore bien considérés. Mais ce qui fait surtout le relatif anonymat du premier champion des poids légers de l'histoire de l'UFC, c'est que lorsqu'il a quitté la promotion en 2007, les choses ont pris une tournure catastrophique pour lui. 5 défaites de suite au WEC ont sérieusement impacté sa réputation et après s'être fait soumettre 4 fois au premier round en à peine plus d'1 an, il était clair que Jens courait après sa gloire d'antan. Mais le pire était encore à venir pour lui. Le 16 décembre 2011, l'ancien champion de l'UFC se fait mettre KO dans une obscure salle du Nebraska par un jeune Tim Elliott. Au sol, inconscient et prenant de longues minutes à se relever, celui qui fut autrefois une force exceptionnelle du MMA mondial semble désormais en perdition. Il prolonge sa carrière 2 années de plus, mais après une énième défaite dans une soirée en Suède en 2013, il décide de raccrocher définitivement. À 39 ans, son corps a été profondément meurtri par une vie dédiée au combat et il n'aura remporté que 6 de ses 17 sorties après avoir quitté l'UFC. Numéro 7, Chuck Liddell. Comme Jens Pulver, Chuck a chassé son glorieux passé pendant de longues années. L'ancien champion des mi-lourds de l'UFC a eu une chute extrêmement brutale qu'il a notamment vu encaisser 3 KO consécutifs à la fin des années 2000. En 2010, cela fait plusieurs années que Dana demande à son ami Chuck de prendre sa retraite, mais comme beaucoup de combattants, ce dernier est obsédé par l'idée de redevenir le meilleur et il est persuadé qu'il ne vit qu'une mauvaise passe. La fin de sa carrière à l'UFC est brutale et Dana décide de le forcer à ranger les gants après une nouvelle défaite par KO au premier round contre Rich Franklin. Mais même après des années sans combattre, Chuck ressent toujours le besoin d'entrer de nouveau dans l'octogone et en 2018,
2018, plus de 8 années après avoir pris sa retraite, il enfile de nouveau les gants pour compléter sa trilogie contre Tito Ortiz. Ce combat est l'un des moments les plus tristes de l'histoire du MMA et il sert surtout de parfaite démonstration de la mentalité des combattants. À 49 ans, hors de forme et totalement inconscient de sa propre incapacité à combattre, Chuck se fait totalement décimer par Tito Ortiz et il ternit un peu plus le souvenir qu'on est fan de lui. On pense ce qu'on veut de Dana White, mais Chuck était véritablement son ami et il a vraiment essayé d'arrêter la catastrophe avant qu'il ne soit trop tard. Mais l'Adèle n'en a fait qu'à sa tête et il a dû affronter la dure réalité de l'âge et du déclin physique. Numéro 6, Bigfoot Silva. Vous l'ignorez peut-être, mais Bigfoot Silva a pris sa retraite en juin à Grenoble après une défaite au Kingdom Fighting contre Salim El Ouassadi. Et si vous trouvez cela curieux, c'est parce que la carrière de Bigfoot Silva depuis sa défaite contre Cain Velasquez en 2013 est très étrange. Évidemment, la fin de la glorieuse époque de la testostérone a sérieusement impacté le niveau de Silva, mais cela ne suffit pas à expliquer comment un ancien challenger à la ceinture de champion du monde est sur une série de 8 défaites, 11 même si on ouvre la question à tous les arts martiaux. En 2016, après 5 défaites par finish sur ses 6 derniers combats, Bigfoot n'est pas re-signé par l'UFC et les fans commencent à sérieusement s'inquiéter de son état de santé. Au vu du déclin évident du Brésilien, tout le monde s'attend à ce qu'il mette un terme à sa carrière, mais Bigfoot a une autre idée en tête, une douloureuse idée d'ailleurs. Il signe immédiatement pour combattre en Russie et perd de nouveau 2 fois en l'espace de quelques mois, et les choses vont prendre une tournure un petit peu folle. Sans trop que l'on comprenne pourquoi, il obtient une chance à la ceinture de champion du monde du Glory en kickboxing. Évidemment, faire ses débuts en kickboxing contre le champion du monde des poids lourds est très étrange, et il s'est fait décimer à la surprise d'absolument personne. Après la pandémie du Covid, un Bigfoot Silva dans un état physique pitoyable annonce qu'il veut reprendre sa carrière en MMA et il a ajouté 3 performances catastrophiques à sa série de défaites. Il semble avoir pris sa retraite pour de bon à 44 ans, mais on n'exclut pas de le voir refaire un énième retour. Il est de plus en plus difficile de croire que c'est le même combattant qui a battu Fedor en 2011. Numéro 5, Ken Shamrock. Si vous savez à peu près à qui vous avez affaire, je doute qu'apprendre que Ken Shamrock a combattu un peu trop longtemps ne vous surprenne. Le fondateur du Lion's Den a une mentalité bien à l'ancienne des mecs à qui on ne refuse rien et qui est toujours prêt à prouver qu'il est le mal alpha à tout instant. Mais au-delà de sa masculinité débordante de stéroïdes, Ken Shamrock était un sacré combattant dans les balbutiements du MMA. Avant sa pause de 1996, il avait combattu 30 fois pour 23 victoires et il avait ancré son nom dans l'histoire du sport. Mais c'est en revenant d'un premier détour par le catch que les choses se sont compliquées pour Shamrock. En effet, en son absence, le MMA s'est un petit peu complexifié et il avait perdu l'avance qui était la sienne au début de sa carrière. Quand il a remis les gants en 2000, les choses ne se sont pas exactement passées comme il l'aurait espéré. Il combat 15 fois jusqu'en 2010 et 9 de ses combats se finissent par une défaite avant la décision pour l'homme le plus dangereux du monde. Complètement dépassé par la modernisation du sport, il décide de mettre une nouvelle fois sa carrière en suspens. Comme vous vous en doutez, il n'était pas exactement à son top physiquement lorsqu'il décide de faire un nouveau comeback en 2015 au Bellator. À plus de 50 ans, Shamrock va subir 2 KO supplémentaires contre Kimbo Slice et Royce Gracie qui viennent s'ajouter à une longue liste de combats dans lesquels il n'aurait probablement pas dû concourir. Personne n'a le droit de le dire à un athlète quand ranger les gants, mais pour Ken, ça aurait probablement dû avoir lieu en 1996. Aussi fou que cela puisse paraître, quelque chose me dit qu'on pourrait totalement le voir une dernière fois dans l'octogone. Numéro 4, Charles Bennett. En mai de cette année, j'ai cru rêver quand j'ai vu le nom de Charles Bennett figurer sur la carte de la promotion de bare knuckle de Jorge Masvidal. Il faut dire que je pensais que Crazy Horse avait rangé ses gants depuis longtemps, mais je me suis bien trompé. Bennett a disparu des radars du grand public à la fin des années 2000. Il était une figure déjantée du monde du MMA et il fut un temps si populaire que le Pride l'a fait combattre à plusieurs reprises, malgré des performances parfois un petit peu chaotiques. Mais après la fermeture d'Elitexi, Charles va errer entre les différentes promotions régionales et c'est à ce moment-là que sa carrière va prendre une tournure dramatique. Il a combattu 30 fois depuis 2010 et n'a remporté que 7 combats. Il est actuellement sur une série de 15 défaites de suite et visiblement, il serait toujours prêt à combattre pour qui voudrait bien le payer. Le cas de Charles est un petit peu particulier parce qu'il y a toujours eu des questionnements sur sa santé mentale du fait de certains de ses agissements. Ce qui est certain, c'est qu'il a une personnalité unique qui lui a permis d'amasser un nombre de fans très impressionnant pour quelqu'un disposant de ses capacités dans la cage. Bennett est étonnamment très ouvert et lucide sur ses problématiques personnelles et il a indiqué à plusieurs reprises qu'il continuait de combattre dans l'espoir de faire une meilleure vie à ses enfants que la sienne. Il y a plusieurs couches au personnage de Charles Bennett qui raconte une histoire finalement assez attendrissante et qui permet de mettre un peu de perspective sur ses agissements sportifs. Ce qui est certain, c'est que Crazy Horse n'en a pas fini avec le sport et que cette série de défaites devrait encore s'allonger. Numéro 3, Rico Rodriguez. Rico Rodriguez était un monstre et il est trop souvent laissé de côté par les fans du sport. Après tout, il est un médaillé d'or de la DCC et un ancien champion de l'UFC, une ceinture qu'il a remportée en soumettant l'illustre Randy Couture d'ailleurs. Il faut dire que s'il n'est pas souvent mentionné, c'est probablement parce qu'il n'a plus combattu dans une promotion majeure après 2003. Mais cela ne signifie pas qu'il a raccroché les gants pour autant, tout le contraire d'ailleurs. Rico a combattu jusqu'en 2019, accumulant un total hallucinant de 81 combats professionnels en 20 années de carrière. Même s'il a initialement dominé les différentes promotions régionales dans lesquelles il a concouru
couru après son départ de l'UFC. Une défaite par KO contre Seth Petruzzelli au Bellator en 2011 va complètement changer le cours de sa carrière. C'est à ce moment-là qu'il va s'embarquer dans une triste série de défaites et qu'il va sombrer dans les profondeurs des ligues régionales. Combattant à peu près n'importe où et n'importe qui, de 2011 à 2019, il va perdre à 15 reprises dont 9 KO et il finit par prendre sa retraite à 42 ans dans une obscure promotion autrichienne, bien loin des accomplissements qui ont marqué le début de sa carrière. Son temps hors du circuit international est également marqué par une prise de poids significative et plusieurs tests échoués, notamment dû à un penchant pour la cocaïne entre autres substances. Ces différentes addictions ont grandement impacté sa carrière et sa vie et il a très publiquement discuté de ses difficultés à se défaire de la drogue dans plusieurs documentaires. Suave était une figure importante de l'UFC et du Pride au début des années 2000 et son nom est gravé à jamais dans l'histoire de ces deux promotions, mais sa carrière a pris un virage délicat et on espère qu'il n'aura jamais l'idée de renfiler les gants. Numéro 2, BJ Penn. Il y a de grandes chances que le nom de BJ Penn vous soit venu en tête lorsque vous avez lu le nom de cette vidéo, et pour de bonnes raisons. Le dernier succès de BJ Penn remonte à 2010, mais il a continué de combattre jusqu'en 2019 à l'UFC, et il aurait sûrement continué quelques années de plus si Dana White n'avait pas décidé d'arrêter les frais après qu'une vidéo de BJ se faisant mettre KO en sortie d'une boîte de nuit n'émerge sur le net. BJ Penn aura passé près de 20 années dans l'octogone, et il a été champion de l'UFC dans 2 catégories de poids différentes. Mais les années à combattre ont rattrapé BJ au début des années 2010. Après une guerre exceptionnelle contre Nick Diaz lors de l'UFC 137, il a entamé un long et douloureux déclin qu'il a vu embarqué dans une série de 7 défaites consécutives. C'est surtout la manière qui a déchiré le cœur des fans de l'UFC. BJ est une figure très appréciée et respectée, et c'est une légende du MMA, et c'était très douloureux de le voir dans un tel état. Évidemment, l'UFC est également à blâmer pour cette situation, car non seulement Dana a autorisé BJ à combattre bien trop longtemps, mais surtout, aucun cadeau ne lui a été fait dans le matchmaking. Le faire affronter Yair Rodriguez en 2017 était criminel, et quoi qu'en dise Dana, c'est aussi le signe que l'UFC se servait de sa notoriété en dépit de son état de santé. BJ fait partie de ces athlètes qui ont une relation addictive au MMA, et comme c'est malheureusement souvent le cas, son déclin dans la cage s'est accompagné d'un déclin dans sa vie personnelle. En effet, l'Hawaïen a été arrêté pour plusieurs cas de violence ces dernières années. BJ restera à vie une légende du MMA, mais sa fin fut brutale et il aurait probablement dû couper les frais après sa défaite contre Frankie Edgar en 2014. Numéro 1, Gary Goodridge. Le cas de Gary Goodridge est juste triste. Big Daddy est un ancien combattant du Pride et de l'UFC. Il n'a jamais été le meilleur combattant de la planète, mais il a amassé quelques victoires très significatives et a même affronté Fedor en 2003. C'est hors de ses promotions que les choses vont se gâter pour Gary. En 2008, alors qu'il se balade de promotion en promotion, il embarque dans une série de 7 défaites consécutives en MMA et 5 en kickboxing, au cours desquelles il se fait mettre KO à 6 reprises avant d'enfin prendre sa retraite en 2010. Quelques années après avoir rangé les gants, il est diagnostiqué avec une encéphalopathie traumatique chronique, plus connue sous le nom de CTE, qui est une dégénérescence progressif causé par la répétition de traumatismes crâniens dû à la répétition des coups à la tête. Comme vous le savez sûrement, les conséquences de cette pathologie sont souvent dramatiques et dans le cas de Gary, cela inclut notamment une perte progressive de sa motricité ainsi qu'une perte progressive de sa mémoire. Évidemment, il n'est pas bien difficile de faire le lien entre la fin brutale de sa carrière et sa situation médicale actuelle. Je ne finis pas cette vidéo sur une note bien marrante, mais elle sert de rappel que les combattants restent des personnes faites de chair et d'os et qu'aussi impressionnant puisse être le MMA par moment, il a des conséquences bien réelles sur le corps qui ne doivent jamais être prises à la légère. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je sais que la fin n'est pas très rigolote, mais merci d'avoir écouté jusqu'au bout quand même. On se reparle bientôt dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu, on est bientôt 5000, merci beaucoup pour le soutien alors que la chaîne est encore très jeune. On se reparle bientôt, passez tous une bonne fin de semaine, bon week-end de sport, c'est un week-end de sport bien chargé et bien qualitatif auquel on va avoir droit ce week-end, et on se reparle bientôt, salut les gars, peace.